Bonjour les loulous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Frankenstein. C'est un personnage qui est super présent dans notre imaginaire collectif, dans les références de l'horreur, même dans les costumes d'Halloween. Enfin c'est vraiment voilà, on le connaît mais sans le connaître. Il est beaucoup dénaturé. Donc non, c'est pas un monstre vert avec son clou dans la tête. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Au départ, c'est un génialissime roman de Mary Shelley. Frankenstein or the Modern Prometheus, donc Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui est paru en 1818. Alors pourquoi cette référence à Prométhée dans le sous-titre, on en reparlera un petit peu plus tard. C'est l'histoire donc de Victor Frankenstein, qui est un scientifique très ambitieux. Alors je fais tout de suite une parenthèse là-dessus, vous sentez quelque chose? C'est que Frankenstein, c'est donc bien le nom de famille du personnage principal, donc le nom de famille du créateur, et non pas le nom de la créature, puisque précisément elle n'a pas de nom, et que d'ailleurs c'est bien ça un des problèmes, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc Frankenstein, qui est donc ce scientifique très ambitieux, qui a décidé que la mort était intolérable, que plus personne ne devrait mourir, et donc il va défier la mort, il va défier donc Dieu, d'où cette référence à Prométhée. Prométhée qui, dans la mythologie, a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, mais qui a aussi donc qui a fait cette transgression un peu, cette transgression fatale quoi. Et en plus, il y a une autre image assez intéressante avec Prométhée, c'est que ce serait, enfin il y a une légende qui dit que ce serait, il aurait créé le premier homme avec de la terre et de l'eau, ou voire ses propres larmes. Et donc, il y a vraiment ces deux aspects-là chez Prométhée, à la fois du créateur, mais à la fois aussi de celui qui transgresse. Et c'est exactement ce qu'on retrouve chez Victor Frankenstein. Alors, en quoi est-ce que Victor Frankenstein est un Prométhée, donc à la fois dans la création et dans la transgression? Et ben lui son idée donc pour défier la mort, c'est de récupérer des morceaux de cadavres un peu à droite à gauche, donc le corps d'un criminel pendu, le cerveau d'un grand penseur proche de lui, etc. De mettre tout ça dans une même créature, de recoudre et de l'animer par l'électricité, puisque ça c'était une grande réflexion qui s'est développée au 19e, donc autour de l'électricité, et notamment l'électricité qui anime le corps humain. Et donc à partir de là, la créature prend vie, donc c'est le fameux It's Alive que vous connaissez bien. Donc oui, la créature est en vie, sauf que le créateur n'a pas du tout pensé à la responsabilité de ses actes, à la conséquence de ses actes, il a pas du tout pensé à la suite, il ne va donc pas du tout donner de prénom à la créature, on l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment un point très important. C'est un très mauvais créateur, c'est un très mauvais père surtout. Donc voilà, il ne donne pas de nom à la créature, il lui donnera aucun repère, il lui donnera aucun moyen finalement après de savoir quoi faire avec les humains et il a pas du tout réfléchi à comment pourrait vivre cette créature, comment elle serait justement le monstre et l'étranger et vraiment le marginal de toute cette société. Donc voilà, il n'a pas pensé du tout à tout ça et il va le payer très cher. Ce qui est assez passionnant dans ce livre, c'est aussi l'ambivalence des personnages, parce que quelque part, c'est vrai que la créature, c'est en quelque sorte le double maléfique de Victor Frankenstein, et en même temps, il y a vraiment du très bon et du très mauvais dans les deux, parce que cette ambition folle de Victor Frankenstein, c'est un peu son démon aussi. Le fait que, comme on dit qu'il a été un très mauvais père, un très mauvais créateur, bah ça n'a rien de très glorieux. Et la créature elle-même, qui est souvent qualifiée de monstre, bah justement, elle n'est pas un monstre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin voilà, je veux pas vous en dire trop, mais en gros, elle a pas toujours été comme ça, et elle avait pas forcément demandé que ça se passe comme ça. Et donc voilà, il y a encore toute une réflexion là-dessus sur les choix qu'on fait, sur la responsabilité, sur le bien, le mal, et justement sur le double, mais avec tout ce que ça peut avoir d'un petit peu plus complexe. Ça c'est vraiment un côté très riche. Faut savoir que le double, c'était vraiment un thème qui a beaucoup intrigué, qui intrigue toujours de toute façon, mais je veux dire au 19e siècle, ça a quand même été assez présent, notamment fin 19e, donc est-ce que c'était un héritage de Frankenstein, de Mary Shelley? On peut éventuellement l'imaginer. En tout cas, il y a deux livres qui sont parus en 1886, et je suis sûre que vous les connaissez, alors pas dans le même pays,
Mais donc on a Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Alors pour le coup, il y a vraiment le côté double maléfique et là c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus identifié. Et on a aussi eu donc en France en 1886 il y a eu une première version on va dire et en 1887 une version complétée et définitive donc du Horla de Maupassant qui était donc aussi une réflexion sur le double mais aussi comme dans Frankenstein un vrai livre fantastique au sens du 19e. Faut savoir que fantastique au 19e, ça voulait pas dire ce que nous on pense maintenant. C'était vraiment le fait de pas pouvoir trancher, en fait, d'avoir vraiment l'ambiguïté, de se demander si vraiment il y a des choses qui se passent et que les sens humains sont pas capables de comprendre ou de détecter. Est-ce qu'il y a des réalités qui nous dépassent parce que clairement les sens humains ont beaucoup de limites. Voilà, on voit pas le vent par exemple et pourtant il existe. Donc, est-ce que, voilà, il y a des choses un peu paranormales, comme ça, ou surnaturelles, qui dépassent l'humain, mais qui existent, ou est-ce que, finalement, ces personnages sont fous? Donc, c'est vrai que le 19e siècle, c'est aussi le siècle de la réflexion sur la psychiatrie, sur la folie, et cette histoire de double ou cette histoire de fantastique, ça rejoint un petit peu toutes ces questions-là, et c'est absolument passionnant. Et donc on retrouve ça dans le Horla, donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais aussi dans Frankenstein, quoi, quelque part, qui est un peu l'instigateur de toutes ces questions-là, quoi. Donc on parlait du sens du mot fantastique au 19e, quelque part, si on l'applique à Frankenstein, une interprétation possible, c'est de se dire, soit ce scientifique a réussi quelque chose d'incroyable, d'impossible, presque de surnaturel, et cette créature existe et ça ouvre un champ des possibles incroyable, soit cet homme est fou et la créature n'existe que dans sa tête, elle n'existe pas vraiment et c'est complètement son double maléfique et une projection en fait de son esprit, voilà et finalement il imagine que c'est la créature qui a réalisé les pires actes que lui-même ait commis, peut-être pour que ça lui paraisse supportable en fait, mais on parlait de folie, de psychiatrie, on pourrait presque maintenant parler de schizophrénie, mais en tout cas, on peut avoir ces interprétations-là aussi, pourquoi pas. Quelque part, la créature n'a pas de prénom, donc il y a quelques zones d'ombre comme ça que laisse l'auteur où on peut imaginer ça, même si c'est déjà un petit peu plus poussé, mais pourquoi pas. Alors, la folie de Victor Frankenstein, pour le coup, c'est son ambition complètement démesurée hein, qui lui fait perdre la raison, hein, finalement. Et ça, c'est très important dans le livre, puisqu'en fait, le livre commence par la fin, au moment où Victor Frankenstein a tout perdu et où il s'est exilé dans le pôle Nord pour fuir sa créature, en fait. Et il va raconter toute son histoire à Robert Walton, qui est un explorateur dont l'ambition est pareil complètement démesurée et qui n'en a pas grand-chose à faire du risque que prennent ces hommes ou qu'il prend lui-même. Et qui va écouter donc tout le récit de Frankenstein, puisque finalement tout le livre c'est une sorte de flashback pour nous expliquer comment on en est arrivé là. Et lui il va écouter attentivement cette histoire d'ambition qui va trop loin, d'ambition qui frôle la folie, et c'est savoir ce qu'il va en faire et ce qu'il va en comprendre. Donc voilà, cette espèce de récit dans le récit est vraiment très important, et ça nous montre l'importance de ce thème et de son rapport aussi à la responsabilité en fait. Donc effectivement on a parlé hein, de tous ces thèmes qui étaient présents dans le livre. Ceux que j'ai pas encore abordés donc en dehors de la responsabilité du père, de la folie, de l'ambition, du double, etc. C'est les thèmes de l'amour et de la mort. Donc Eros et Thanatos hein, qui sont des thèmes romantiques par excellence et qui sont très présents dans ce livre. Je vous ai pas parlé du rapport à l'amour, mais c'est très important aussi, ça je vous laisserai le découvrir. Mais voilà, ce sont des thèmes extrêmement présents. C'est un héros romantique par excellence en fait, hein, Victor Frankenstein. Alors, il existe évidemment pas mal d'éditions disponibles hein, pour ce texte, notamment Folio SF, il y a Livre de poche aussi, des éditions avec dossier aussi, comme les petits classiques Larousse ou les étonnants classiques. Moi, je l'avais personnellement lu en anglais, et vraiment, je vous recommande, si vous pouvez le faire, de le lire en version originale dans la lettre. C'est un anglais qui est honnêtement vraiment moderne.
Je sais que ça vous étonne pour le 19e, mais ça se lit vraiment facilement et découvrir les mots même de Mary Shelley, ça vaut vraiment vraiment la peine. Donc si vous pouvez voilà prendre une version anglaise, c'est encore mieux. Ce que je vous recommanderais aussi, en tout cas, ou proposerais, c'est si vous voulez voir une adaptation cinématographique autour de ce thème et de ce personnage, c'est de voir le Mary Shelley's Frankenstein, qui est de 1994 et qui a été réalisé par Kenneth Branagh, qui joue aussi Victor Frankenstein dans le film. C'est une version géniale et rien que le titre indique bien que il a eu à cœur de respecter le livre et de le mettre en valeur, et je trouve que c'est très réussi, que les acteurs sont génialissimes. Juste pour l'anecdote quand même, la personne qui joue la créature, vous la reconnaîtrez peut-être pas comme ça, mais c'est quand même Robert De Niro, donc c'est c'est quand même pas mal. On reconnaît aussi Helena Bonham Carter, donc l'actrice un peu fétiche de Tim Burton, qui joue la chérie de Victor Frankenstein. Hein. On parlait du héros romantique, hein, et de l'importance de l'amour. C'est vraiment un amour torturé, un amour à l'épreuve, etc. Mais du coup, ce couple-là, c'est extrêmement important. C'est vraiment le couple dans la tourmente, quoi. Donc vraiment à découvrir ce film, c'est juste magistral. Hein. Je trouve que c'est bon, c'est la meilleure version, et on a une sacrée galerie encore une fois d'acteurs remarquables. Et voilà, je voudrais dédier cette vidéo à Cécile, qui m'a fait découvrir ce chef-d'œuvre en anglais. Et donc merci pour ça et merci pour tout. Et je trouvais ça chouette de faire cette vidéo le jour de ton anniversaire. Donc voilà, je t'embrasse très fort. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté des clés. Voilà, je trouve que c'est... Alors, j'ai fait un petit résumé quelque part, mais il y aurait beaucoup plus à en dire. Il y aurait évidemment beaucoup plus à creuser sur chacun des thèmes. Mais en tout cas, c'était apporter quelques clés, et j'espère vous donner envie de plonger dedans en réalisant que c'est pas du tout rasoir, et que le texte d'origine vaut vraiment la peine. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, merci beaucoup, salut.